Pourquoi dit-on que l'antimatière est la clé pour ouvrir la voie au voyage interstellaire? Une fois la technologie de l'antimatière maîtrisée, elle pourrait permettre d'accélérer un vaisseau spatial jusqu'à 70% de la vitesse de la lumière. Au cours des dernières décennies, les sondes voyagées ont renvoyé des images de Jupiter et de Saturne, donnant l'impression que la conquête de l'univers par l'humanité n'était qu'une question de temps. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est que l'exploration spatiale n'a jamais été une aventure romantique entre les étoiles, mais un combat à mort contre les lois de la physique. Nous avons non seulement sous-estimé la difficulté technologique, mais aussi ignoré le fossé le plus cruel entre les étoiles et la Terre. L'énergie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous pouvons construire des trains à grande vitesse roulant à 350 km/h, des avions de chasse supersoniques, mais pas un vaisseau capable de quitter facilement le système solaire? La réponse se cache dans une force que vous subissez chaque jour, sans jamais vraiment y réfléchir. La gravité. Commençons par une expérience simple d'imagination. Prenez une balle, lancez-la fortement vers le ciel, elle monte, ralentit progressivement sous l'effet de la gravité, puis retombe au sol. Plus vous la lancez fort, plus elle monte haut. Mais quelle que soit la force utilisée, elle finit toujours par retomber. C'est la gravité terrestre. La seule façon de briser ces chaînes est d'atteindre une vitesse orbitale de 7,9 km par seconde. À cette vitesse, il ne faut que 90 minutes pour faire le tour de l'équateur terrestre. Et si l'on veut se libérer complètement de l'attraction de la Terre et s'élancer vers un espace plus lointain, il faut dépasser la deuxième vitesse cosmique, soit 11 km par seconde, pour réellement échapper à la gravité terrestre. Des sondes comme Galileo ou Cassini ont quitté la Terre à cette vitesse de libération. Mais elles ne peuvent explorer que le système solaire, car les sources d'énergie que l'humanité maîtrise aujourd'hui sont très loin de suffire à soutenir l'ambition des voyages interstellaires. Beaucoup se demandent alors, ne pourrions-nous pas développer des carburants plus puissants, comme nous sommes passés du charbon au pétrole, puis du pétrole à l'énergie nucléaire? Pour répondre à cette question, il faut revenir à l'origine même de la matière, l'atome. Pendant longtemps, l'humanité a cru que l'atome était la plus petite unité indivisible de la matière. Tout dans l'univers semblait composé de ces minuscules atomes. Mais la révolution de la physique au XX siècle a complètement renversé cette idée. Les atomes sont non seulement divisibles, mais leur structure interne est extraordinairement complexe. Autrefois, on pensait que l'atome était la brique ultime de l'univers, impossible à découper davantage. Ce n'est qu'au début du siècle dernier que l'on découvrit que l'atome ressemble en réalité à un système solaire miniature. Au centre, un noyau minuscule. Autour, un nuage d'électrons fluctuants. Le noyau est composé de protons et de neutrons. Les protons, tous chargés positivement, devraient se repousser mutuellement, mais ils sont maintenus ensemble par une sorte de supercolle, qui n'agit que sur des distances de l'ordre d'un centième de milliardième de mètre. L'interaction forte. Cette colle est l'énergie de liaison, issue de la fusion des protons et des neutrons, ou une infime perte de masse, est convertie en énergie selon la formule d'Einstein, E égale mc. Pour libérer cette énergie de liaison, la méthode la plus simple est la fission. On scinde un noyau lourd en deux noyaux plus légers, et la masse perdue se transforme instantanément en chaleur et en lumière. Lorsque la réaction en chaîne est contrôlée, on obtient une centrale nucléaire. Lorsqu'elle se produit d'un seul coup, c'est une bombe atomique. Le rendement de conversion de la fission nucléaire n'est que de 0,1%. Mais malgré cela, l'énergie libérée est déjà des millions de fois supérieure à celle des réactions chimiques. C'est pourquoi la bombe atomique possède une puissance destructrice si terrifiante. Cependant, pour les voyages interstellaires, l'efficacité de la fission reste encore trop faible. L'humanité a besoin d'une source d'énergie bien plus efficace. C'est ainsi qu'apparaît la seconde voie, la fusion nucléaire, la source d'énergie du Soleil et des étoiles. Le Soleil brille depuis 4,6 milliards d'années, et continuera à brûler encore environ 5 milliards d'années. Chaque seconde, il transforme 600 millions de tonnes d'hydrogène en hélium, dont 4 millions de tonnes de masse sont entièrement converties en énergie, rayonnée dans l'univers sous forme de lumière et de chaleur. Et c'est cette infime fraction d'énergie qui atteint la Terre, qui a fait naître la vie, animé les moussons et les courants océaniques, et permis notre existence. La recherche humaine sur la fusion nucléaire dure depuis plusieurs décennies. Le projet ITER en France réunit les forces de 35 pays, avec pour objectif de construire le premier réacteur de fusion, produisant plus d'énergie qu'il n'en consomme. S'il réussit, l'humanité disposera d'une énergie propre quasi illimitée, et l'exploration spatiale connaîtra un changement radical. Nous pourrions atteindre Jupiter ou Saturne en quelques mois grâce à des moteurs à fusion, au lieu des années actuelles. Mais jusqu'à aujourd'hui, la fusion contrôlée reste un défi mondial. Comment confiner un plasma à très haute température? Comment maintenir la stabilité de la réaction? Ces problèmes ne sont toujours pas totalement résolus.
et pour franchir de véritables distances interstellaires, comme atteindre Proxima du Centaure à 4,2 années-lumière du Soleil. Il nous faudrait un moyen de convertir 100% de la masse en énergie. Cette source d'énergie ultime, c'est l'antimatière, le roi de la densité énergétique, capable de rendre possible l'exploration interstellaire. Lorsque l'on parle d'antimatière, vous pensez peut-être aux bombes d'annihilation des films de science-fiction. Mais son histoire réelle commence avec l'audacieuse hypothèse d'un physicien de génie. En 1928, le physicien britannique Paul Dirac, âgé de 26 ans, fut confronté à un immense problème de la physique de son époque. La mécanique quantique et la relativité restreinte étaient incompatibles. La mécanique quantique décrit le monde microscopique des particules, où celles-ci peuvent se trouver simultanément en plusieurs endroits, où l'observation modifie la réalité, et où le hasard règne. La relativité restreinte, elle, décrit le monde des vitesses extrêmes, où le temps ralentit, les longueurs se contractent, la masse augmente, et où l'espace et le temps ne font plus qu'un. L'objectif de Dirac était de trouver une équation décrivant des électrons se déplaçant à des vitesses relativistes, tout en obéissant aux lois de la mécanique quantique. C'était un défi mathématique d'une difficulté extrême. Après des mois d'efforts acharnés, il finit par trouver une équation parfaitement symétrique sur le plan mathématique. Mais cette équation présentait une propriété étrange. Elle admettait deux solutions. La première décrivait un électron à énergie positive, l'électron que nous connaissons, celui qui constitue toute la matière. Mais la seconde solution pointait vers un électron à énergie négative. Pour les physiciens de l'époque, c'était totalement absurde. Comment l'énergie pourrait-elle être négative? Si de telles particules existaient, elles pourraient libérer une énergie infinie, violant la loi de conservation de l'énergie. Après une longue réflexion, Dirac fit une hypothèse audacieuse. À chaque particule de matière correspond une antiparticule. Au proton correspond l'antiproton, au neutron l'antineutron, et il pourrait même exister un univers entier d'antimatière. 2 ans plus tard seulement, la découverte du physicien américain Carl Anderson confirma la prédiction de Dirac. Anderson étudiait les rayons cosmiques, ces particules de haute énergie venues de l'espace, dont des milliers traversent notre corps chaque seconde, sans que nous en ayons conscience. Il utilisait un dispositif appelé chambre à brouillard. Dans cette enceinte close, remplie de vapeur d'eau saturée à l'état critique, le passage d'une particule chargée ionise les molécules d'air, formant de minuscules gouttelettes, qui révèlent la trajectoire de la particule, rendant visible à l'œil nu un monde quantique autrement invisible. L'antimatière passa ainsi du statut d'hypothèse mathématique à celui de réalité physique. Dirac reçut pour cela le prix Nobel de physique en 1933. La propriété la plus stupéfiante de l'antimatière est la réaction d'annihilation lorsqu'elle rencontre la matière. Lorsqu'un électron et un positron entrent en collision, ils se transforment instantanément en deux photons, convertissant 100% de leur masse en énergie. C'est le mode de conversion énergétique le plus efficace de l'univers. Un gramme d'antimatière annihilé avec un gramme de matière libère une énergie équivalente à environ 3 fois la puissance d'une bombe atomique. Si l'antimatière pouvait être utilisée comme carburant, les vaisseaux humains disposeraient d'une poussée inégalable, et atteindre Proxima du Centaure ne prendrait peut-être que quelques années, au lieu de dizaines de milliers d'années. Mais entre le rêve et la réalité, se dressent 2 montagnes infranchissables, la production et le stockage. L'antimatière a pratiquement disparu de la nature, selon la théorie du Big Bang. Au moment de la naissance de l'univers, matière et antimatière auraient dû être produites en quantités égales. Elles se seraient annihilées mutuellement, ne laissant que de l'énergie. Pourquoi alors notre univers est-il rempli de matière? C'est l'un des plus grands mystères de la physique. Les scientifiques supposent que, dans un instant extrêmement bref après le Big Bang, une minuscule violation de la symétrie CP a fait qu'il y avait une particule de matière de plus, pour 1 milliard de particules. C'est ce surplus infinitésimal qui a formé les étoiles, les planètes et nous-mêmes. Aujourd'hui, sur Terre et même dans tout le système solaire, on ne trouve aucune antimatière naturelle. Nous ne pouvons que la fabriquer artificiellement. La seule façon de produire de l'antimatière est d'inverser les équations d'Einstein, en concentrant d'énormes quantités d'énergie dans un espace minuscule, pour créer matière et antimatière. Actuellement, le grand collisionneur de hadrons du CERN réalise précisément ce type d'expérience. En 1995, le CERN a produit pour la première fois un atome complet d'antihydrogène. En 2002, les scientifiques ont créé 50 000 atomes d'antihydrogène, à un rythme de 10 atomes par seconde. Aujourd'hui encore, ils peuvent piéger ces atomes pendant plusieurs heures, pour en étudier les propriétés physiques. Mais derrière ces succès se cache une inefficacité effrayante. L'énergie nécessaire pour produire un seul antiproton est 2,6 millions de fois supérieure à l'énergie qu'il libère lors de son annihilation. Autrement dit, produire 1 gramme d'antimatière nécessiterait une énergie équivalente
à plusieurs fois la production électrique annuelle mondiale, pour un coût d'environ 100 000 milliards de dollars. Même en mobilisant tous leurs efforts, les scientifiques ne produisent chaque année qu'un milliardième de grammes d'antimatière. Le temps nécessaire pour en fabriquer un gramme est pratiquement infini. Un problème encore plus mortel est celui du stockage. Dès que l'antimatière entre en contact avec la matière, elle s'annihile instantanément dans une explosion. Il est impossible de la contenir dans des récipients ordinaires, en métal ou en plastique. La seule solution consiste à utiliser de puissants champs magnétiques pour maintenir les antiparticules chargées en suspension dans un piège magnétique parfaitement vide, sans aucun contact avec la matière. Mais ce mode de stockage est extrêmement fragile. Le champ magnétique doit être absolument stable. La moindre coupure de courant, le plus petit choc ou une perturbation gravitationnelle, suffirait à libérer l'antimatière et à provoquer une explosion. Imaginez un vaisseau spatial transportant du carburant à base d'antimatière lors des phases d'accélération, de décélération, ou lors de la traversée d'une ceinture d'astéroïdes. La moindre défaillance pourrait entraîner la destruction du vaisseau et de son équipage. C'est le paradoxe de l'antimatière. Elle est l'espoir ultime de l'humanité pour franchir les étoiles, mais aussi l'existence la plus dangereuse qui soit. Même si l'antimatière est le roi de la densité énergétique, l'humanité ne sait ni la produire, ni la stocker, ni l'utiliser à grande échelle. En théorie, nous tenons la clé pour ouvrir la porte de l'univers. Mais cette clé est capable de nous détruire. Devons-nous alors abandonner? La réponse est non, car l'histoire de l'exploration humaine est un cycle perpétuel d'exploration de l'inconnu à partir du connu. Du feu obtenu par friction à l'énergie nucléaire, des fusées à l'étude de l'antimatière. Les carburants changent, mais l'essence de l'exploration humaine reste la même. L'antimatière ne deviendra peut-être jamais un carburant spatial pratique. Mais cette quête elle-même a déjà transformé notre compréhension de l'univers. En cherchant à comprendre l'antimatière, nous avons effleuré les mystères de la naissance du cosmos, saisi le lien fondamental entre matière et énergie, et commencé à répondre à la question ultime. Pourquoi l'univers n'est-il pas vide? Chaque expérience ratée, chaque problème non résolu, nous rapproche un peu plus de la vérité cosmique. L'espace est effectivement bien plus dangereux que nous ne l'imaginions, et le rêve des étoiles, bien plus lointain que nous le pensions. La clé de l'antimatière n'ouvrira peut-être jamais la porte des voyages interstellaires, mais elle nous a permis de voir à la fois notre petitesse et notre grandeur. Le sens de cette quête ne réside pas seulement dans la construction d'un vaisseau plus rapide. Il réside dans le fait que nous sommes prêts à défier les limites de la physique pour nos rêves, à affronter les dangers de l'inconnu, et à nous redéfinir sans cesse, au fil de notre exploration de l'univers. Peut-être que dans 1000 ans, nous ne pourrons toujours pas atteindre une autre étoile, mais nous aurons déjà appris à lire le langage de l'univers, à comprendre le sens de notre existence. Et cela est peut-être la réponse ultime à la question de l'exploration spatiale humaine. Non pas conquérir l'univers, mais trouver notre place en son sein.